c'est une nouvelle tradition qui s'instaure. En même temps, à quelques kilomètres de là, de la Nation à la Bastille, la présence de Joliot-Curie à une autre manifestation illustre la décision du gouvernement de mettre fin à ses fonctions de haut-commissaire à l'énergie atomique. C'est le défilé organisé par la CGT et le Parti communiste, tradition qui, elle, date de 1934. Aucun incident n'a troublé cette journée favorisée par un soleil enfin printanier. Jean-Luc Godard, j'ai envie de vous poser cette question, qui est un regret, c'est que les mythes de l'histoire de France, comme celui de la victoire, de la résistance, ou d'autres mythes, vous n'avez jamais essayé de faire quelque chose? Si, je termine un film en ce moment là-dessus, bon. Mais il faut toujours attendre l'espace de temps qui sépare les grands-parents de leurs petits-enfants. Il faut 50 ans, 55 ans, qui est en général le minimum de temps que l'État aussi autorise pour voir les archives et dévoiler certains secrets. Bon. Alors maintenant, revenons à ce que nous venons de voir. Est-ce que ça... Il serait intéressant juste de dire que ce que vous m'aviez dit tout à l'heure, que c'est Vichy qui a instauré en plus de la fête des mères, qui a installé la fête du travail. Oui, et en France, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais... non, mais donc que tous les ministres qui ont dit, genre Mitterrand ou Chevènement, non, on ne reconnaît pas l'état de Vichy, c'est pas... Il y a eu une continuité de ce point de vue-là, car la République ensuite n'a pas interdit la manifestation du 1er mai, vu qu'elle avait été fondée par Vichy. Bien sûr. Oui, mais enfin, le 1er mai n'a jamais été vraiment récupéré, enfin... Ben, c'est De Gaulle qui fête le 1er mai. C'est de vrai, mais enfin, on le souligne même oui. Dans ce texte que c'est une invention. Oui. Peut-être, comme dit Jean-Luc Godard, c'est pas tellement une nouveauté puisque c'était Vichy qui l'avait introduit, mais De Gaulle, naturellement, n'a pas voulu se référer à ce précédent. Mais on va peut-être voir maintenant les actualités allemandes, parce qu'elles nous montrent un autre aspect de la guerre civile européenne. Et à défaut d'images qui parlent, il y a une musique qui, moi, m'a beaucoup réjoui par sa qualité. Die Hauptstadt Deutschlands, Berlin. Berlin am 1. Mai. In den frühen Morgenstunden erwachten die Straßen. Jeder kannte seinen Treffpunkt, jeder kannte sein Ziel. Dr. Hilde Benjamin, die Vizepräsidentin des Obersten Gerichtshofes. Mit ihr demonstrierten die Vertreter der demokratischen Justiz. Zug um Zug, Kolonne um Kolonne formierte sich. Der 1. Mai war für die Freie Deutsche Jugend der Auftakt zum Deutschlandtreffen der 500.000. An diesem 1. Mai erlebte die Westsektorenverwaltung samt ihren amerikanischen Befehlshabern eine vernichtende Abfuhr. Die Werktätigen kamen aus allen Teilen Berlins. Go home! Deutschland soll und wird nicht das Aufmarschgelände der Imperialisten sein. Von allen Seiten strömten die Züge nach dem Lustgarten. Vor dem Beginn der Demonstration trafen Ministerpräsident Grotewohl und die Mitglieder der Regierung ein. Das diplomatische Korps war anwesend. Aus vielen Ländern kamen Gewerkschaftsdelegationen, Chinas Vertreter.
Nach Hermann Schlimme sprach Adolf Deter für den FDGB. Unsere Frauen und Kinder sollen frei bleiben von den Schrecken des Krieges. Wir sind nicht gewillt, uns gegen die Sowjetunion aufhetzen zu lassen. In unserer Republik marschiert die Volkspolizei mit den Werktätigen. In der Deutschen Demokratischen Republik werden jetzt die Forderungen der internationalen Arbeiterbewegung erfüllt. Jene Forderungen, für die seit 60 Jahren am 1. Mai demonstriert wird. Das Gesetz der Arbeit sichert zum ersten Mal in der Geschichte unseres Vaterlandes jedem Bürger das Recht auf Arbeit. Es sichert die Mitbestimmung der freien Gewerkschaften in den Betrieben. Die DEFA zeigte die Arbeit ihrer Produktionen. Das bekannte Berliner Ensemble des Deutschen Theaters mit Helene Weigel. Die Arbeiter und Angestellten der Berliner Westsektoren demonstrierten mit den Arbeitslosen vereint gegen die verbrecherischen Kriegspläne der USA-Imperialisten, gegen Massenarbeitslosigkeit und Ausbeutung. Die westdeutschen Werktätigen haben die gleichen Gegner wie ihre Westberliner Kollegen. In Hamburg ist der Hafenverkehr zum großen Teil stillgelegt. Die Freie Deutsche Jugend ging in Hamburg gemeinsam mit den Werktätigen am 1. Mai auf die Straße. Trotz Verbot und Schikane rufen die Losungen der Jugend zum Deutschlandretten. Hier wird die Polizei gegen das Volk eingesetzt. Hafenarbeiter schmeißt die Waffen in die Elbe. Diese USA-Panzer sollen neuen Tod über Deutschland bringen. Dagegen kämpfen die Arbeiter von Hamburg. Dagegen kämpft die Nationale Front des demokratischen Deutschlands. Diese Mai-Demonstration zeigte die wachsende Kraft der Friedenskräfte. Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hungern und beim Essen, vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität. Provokateure versuchten die Kundgebung zu stören. Sie erhielten die verdiente Abfuhr. Die Werktätigen von Hamburg bewiesen am 1. Mai ihre Kraft und Entschlossenheit. Sie werden die nationale Unabhängigkeit unseres Vaterlandes erzwingen, ebenso wie ihre Westberliner Kollegen nicht ruhen werden, bis die Hauptstadt Deutschlands wieder ein Ganzes ist. Zur gleichen Zeit vollzog sich in Berlin Stunde um Stunde die Demonstration der 800.000. Gemeinsam mit ihnen stehen 800 Millionen in der Weltfriedensfront.
Ihre vereinte Macht ist unbesiegbar. An diesem unvergesslichen Tag erkannte jeder, unsere Arbeit und unsere Mühen sind nicht umsonst. Wir werden das Ziel erreichen. Ein neues, besseres Deutschland in Frieden und Einheit. Lasst uns frieden, lasst uns bauen, lernt uns Stadt, geht voraus. Und der eigenen Kraft vertrauen, steigt ein freies Évidemment, nous qui connaissons la suite des événements, nous pouvons nous poser des questions sur ces manifestations en Allemagne de l'Est, puisqu'on sait qu'en 1953, à Berlin, il va y avoir un soulèvement général, peut-être de ces mêmes personnes. Et ça pose des questions, évidemment, sur le type d'engagement qu'il y a dans ces défilés par rapport à ceux qu'on a vus en URSS, par exemple, qui étaient peut-être plus intériorisés, je ne sais pas. Mais moi, je vous demande vos réactions à l'un ou à l'autre. Eric Hobsbawm. J'ai deux réactions. D'abord, une réaction de tristesse, parce que quand on pense comment les situations, quelle était la situation en Allemagne de l'Est en 1950, elle était minable, absolument misérable, n'est-ce pas? C'était appauvri, c'était un régime même qui manquait de légitimité, d'appui, sauf parmi les jeunes, il y a eu un élément. Mais tout de même, ces actualités, c'est un énorme effort pour faire semblant, pour se faire croire lui-même que ça ira, ça marchera, ça s'avancera. Et on sait que même sans les révoltes de 1953 et le reste, c'était pas ça. Tout le monde était bien conscient qu'en 1950, c'était pas un moment pour l'optimisme. L'autre observation que je fais, c'est que dans une certaine façon, c'est plus dans la tradition de l'ancienne manifestation du mouvement ouvrier. Par exemple, c'est la seule de ces actualités où on voit les gens qui commencent sur la route à se rencontrer pour le défilé. Alors donc, et même dans le type de défilé, par exemple le défilé qui vient de Berlin Ouest au Berlin Est, ça ressemble beaucoup plus au traditionnel. Il y a aussi, enfin, dans d'autres images de ce genre. Et curieusement, il me semble que c'est précisément ici que se situe l'importance de la musique. C'est la musique, à travers la musique, que s'exprime aussi bien la continuité avec ce passé du mouvement ouvrier, du mouvement émancipatrice, mais aussi l'espoir d'un avenir meilleur. Jean-Luc Godard. Oui, il n'y a pas... On ne l'a pas vu en entier, mais il y a quelque chose de triste. Mais ça se voit si on s'arrêtait visage par visage, surtout. On voit peu d'individualité, contrairement aux Russes qui osent se rapprocher un peu quand même de l'individu, même s'il est propagandiste ou comme ça, et dont on peut voir dessous l'inconscient joyeux ou enfantin encore. Et là, il n'y a pas assez des copies. Et quand on voit les dirigeants, après avoir vu ceux des Russes, on voit des copies. On voit déjà des copies et on ne dit jamais que tous les dirigeants de l'Allemagne de l'Est, enfin, sont venus des camps de concentration.
non seulement du Parti communiste, mais du Parti communiste passé par les camps de concentration. Il y a de quoi être effroyablement triste après. Et déjà, c'est très triste, et bon, ça durera longtemps. Dans un film que j'ai fait à la fin de l'Allemagne de l'Est, je faisais dire à Eddie Constantine que, en fait, l'histoire, c'est pas ce qu'on dit. Le mur de Berlin, on dit qu'il a été défait en 4 jours, il a été défait en 30 ans. Ça a mis 30 ans à se défaire. Il s'est fait, et il a mis 30 ans à se défaire. Je note d'ailleurs que c'est la préhistoire de la République démocratique parce que Ulbricht n'y est pas encore. C'est toujours le bon vieux Wilhelm Pieck, n'est-ce pas? Oui, l'ancien de l'époque de... Enfin, qui a été... de la guerre d'Espagne, de Moscou. Guerre d'Espagne encore plus. De Moscou et tout ça. Contemporain de Rosa Luxemburg, de Karl Liebknecht. C'est lui qui symbolise toujours. Alors, dans un certain sens, c'est pas encore la République de Ulbricht qui avait été le véritable architecte de cet État. J'aurais voulu vous poser à chacun la même question, puisque vous êtes historiens tous les deux à votre manière. Bon, à Jean-Luc Godard, on reconnaît le trait d'avoir été prophétique, qu'il me pardonne, en ce sens que dans chacun de ses films, il pressent des dispositifs sociaux, culturels et autres qui vont se produire. Alors Pierrot le Fou, c'est la société de consommation qui nous a annoncé. Dans Les Carabiniers, il nous montre que les États nous font croire tout ce qu'ils veulent et ça nous entraîne à faire des crimes, à commettre des crimes horribles, et il nous met en garde. Dans d'autres films, par exemple Le Petit Soldat, ou encore dans La Chinoise, il nous met en garde contre les manipulations de l'idéologie, en nous montrant justement une histoire qui n'a pas eu lieu, mais qui aura lieu. Prophète. Alors évidemment, aujourd'hui, moi j'ai envie de vous dire, si vous aviez 25, 30 ans, à nouveau, quand vous étiez prophète, mais vous l'êtes un peu resté, qu'est-ce que vous nous annoncez à propos de la mondialisation ou de ce qui se passe actuellement? Qu'est-ce que vous percevez? Non, mais ça s'est trouvé comme ça, c'est que la nouvelle vague, le présent était un peu interdit, tourner dans la rue, tourner avec sa copine si on en avait une, ou avec son copain si on était une fille, ou des choses comme ça. Donc on était plus dans une certaine actualité, et on trouvait que le cinéma français de l'époque était plutôt calfeutré et récitait, qu'il n'y avait plus la vraie création qu'il y avait eu avant-guerre. Donc c'est ça s'est trouvé que c'était un peu en avance, ou c'était un peu à l'heure actuelle. Moi, quand j'ai tourné Le Petit Soldat, c'était un deuxième film. La guerre d'Algérie entrait ou venait de finir, ou entrait comme ça. Le cinéma n'en parlait pas, donc la règle, c'était de faire ce qui ne se fait pas, simplement parce que les parents n'en avaient pas parlé. Et puis c'est tout. On peut en parler de 10 façons différentes. Oui. Enfin, pour moi, personnellement, c'est que le cinéma, même par la bande, m'a permis de réfléchir un peu sur la réalité, peu à peu, et pas à partir des textes, à partir d'une image que moi-même j'étais obligé pour gagner ma vie de faire. Et donc aujourd'hui, je me demande plutôt ce qui s'est passé et qu'on ne m'a pas dit il y a 50 ans. Je lis les livres, il n'y en a pas tellement. Ou voilà, mais pas vraiment, parce qu'ils ne se servent pas assez des images, et j'ai des tonnes et des tonnes de textes, et je ne sais plus très bien quoi en faire.